Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France et je suis secrétaire national évangélisation et formation. Bon, c'est un gros mot pour dire que je coordonne les différents projets d'évangélisation de notre Église et de formation des engagés, on pourrait dire des laïcs. Voilà, formation des ministres, c'est pas moi, mais la formation des personnes engagées dans nos paroisses, et je suis sur ce poste-là depuis 1 an maintenant. Autrement, j'étais pasteur en paroisse, pasteur luthérien. Voilà, donc pasteur luthérien de la minorité luthérienne de l'Église protestante unie de France, qui est, vous savez peut-être ou sans doute, qui est la réunion de l'Église réformée de France et de l'Église évangélique luthérienne de France depuis maintenant 6 ans. Voilà. Voilà, donc moi je suis d'un tout autre monde, de la vieille Église luthéro-réformée. Voilà. Moins vieille sans doute que l'Église catholique et que les églises orthodoxes, mais quand même, dans le paysage français, on a un peu ce visage de la vieille Église. Et puis la vieille Église minoritaire, et une vieille Église minoritaire, bah, ça n'implante pas de paroisse. Voilà. Ça vit comme ça peut vivre, ça a ses fiefs, Cévennes, le Pays de Montbéliard, le Poitou, là, la haute société protestante dans les grandes villes, puis le reste, on la voit pas, elle veut pas se faire voir, et tout va bien, et tout le monde est heureux. Sauf que de temps en temps, eh ben, notre vieille église, qui en fait est une jeune église depuis 2012, comme ça, elle implante des paroisses, elle aussi. Et la dernière en date, et aussi la première de notre nouvelle église, elle est à Créteil. Alors, il n'y avait pas rien à Créteil. À Créteil, il y avait l'association cultuelle, on les appelle comme ça, nos paroisses, l'association cultuelle de Charenton-Créteil. 2 lieux différents. Si vous connaissez un peu la banlieue parisienne, pas tout à fait du même côté du périphérique, pas tout à fait la même sociologie entre les 2 lieux, et qui vivaient comme ils pouvaient. Le cœur de la paroisse, il est à Charenton. Et il y avait à Créteil, depuis longtemps, depuis quelques décennies, des bâtiments qui étaient essentiellement des bâtiments d'un centre social, alors qui avaient été liés à l'église, puis qui tout doucement s'en étaient un petit peu détachés, avec, depuis une trentaine d'années, à chaque fois des essais d'implantation de vie cultuelle, de vie communautaire à Créteil, et ça prenait pas. Ça vivotait 2-3 ans, et puis quand les personnes partaient, ça retombait. Et en 2013, ça doit être ça, fin 2013, la paroisse de Charenton interpelle la région parisienne réformée en disant là, à Créteil, on a un lieu. Nous, on n'arrive plus à annoncer l'évangile à cet endroit-là. Le lieu est à nous, on ne sait plus trop quoi en faire, on n'a pas vraiment les forces d'en faire quelque chose. En même temps, on sent bien que Créteil, c'est en pleine expansion, le lieu est très bien situé. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Donc ça, c'était l'interpellation de la paroisse à la région. Et dans le même temps, parce que moi je crois beaucoup que c'est la convergence des possibles qui fait que les choses prennent, dans le même temps, il y a 2 pasteurs alors, de l'inspection luthérienne, mais qui sont en fait des pasteurs missionnaires envoyés par la Société norvégienne de mission, qui est un vieux partenaire écuménique de mission pour nous. Et ces 2 pasteurs arrivaient en fin de ministère. Et ils disaient, nous on veut bien rester sur Paris, on veut bien rester à disposition de l'Église protestante unie de France. Voilà. Où est-ce qu'on pourrait aller? Et la région a interpellé la coordination nationale en disant comment on fait? On a une interpellation d'une association cultuelle, on a 2 pasteurs là qui nous disent nous on voudrait bien continuer, on sent qu'on a un projet, on a sans doute le partenaire norvégien qui pourrait nous filer un coup de main, comment on monte les choses? Et il y a une équipe qui s'est constituée rapidement, avec des partenaires, des différents niveaux, mais moi quand je dis niveau, c'est pas niveau
hiérarchique, c'est des différents lieux, on va dire, des différents lieux de notre église. Des gens de Charenton, les 2 pasteurs qui étaient disponibles, des personnes de la région parisienne réformée et de l'inspection luthérienne, puisque les pasteurs sont des pasteurs luthériens, et des personnes de la coordination nationale, évangélisation, formation. On a monté un projet, interpellé le partenaire norvégien, et tout le monde a dit, ben on y va. On y va, ça veut dire, on met les 2 pasteurs, 2. C'est énorme, hein. Chez nous, 2 pasteurs, c'est énorme. On est dans une église qui cherche des pasteurs partout. Bon, enfin, on n'est pas en crise de vocation quand même, il ne faudrait pas que j'exagère, mais on a quand même des lieux où il n'y a pas de pasteur depuis longtemps. Et là, on prend le pari de mettre 2 pasteurs dans un endroit qui n'est pas une paroisse, qui n'est pas constitué en tant que tel, et qui n'a pas de communauté. Et on dit, on va voir comment ça prend. Mais quand même, on se dit, on va pas voir comment ça prend comme ça. Et la première chose qui est mise en place, c'est donc ce comité de pilotage dont je vous ai parlé, et puis une équipe de terrain qui est différente. Dans l'équipe de terrain, on va retrouver les deux pasteurs missionnaires, des personnes de Charenton qui disent ben nous, on serait plus tournés vers Créteil, voilà, on va filer un coup de main pour vivre l'aventure, et des personnes d'autres paroisses de la région parisienne, et notamment des personnes du Marais, qui disent nous, on est d'accord, on va soutenir ce projet, et ça veut dire que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps qu'il faudra, notre lieu d'engagement à nous, ça ne sera plus le Marais, ou ça ne sera plus telle autre paroisse, ça sera cette implantation à Créteil. Donc un petit groupe qui commence comme ça, et qui met en place comme toute première chose un groupe de prière. Un groupe de prière toutes les semaines, un soir. Que ça. Et puis, peut-être au bout de 2-3 mois, la mise en place de cultes. Alors c'est très classique, hein. C'est très très classique comme manière de faire. Vous allez voir, ça aboutit de manière à une paroisse. Donc, la mise en place de cultes, mais en se disant, bah, on ne va pas s'enfermer dans une salle comme ça et puis attendre que les gens viennent. On va inviter au culte. Mais pour inviter au culte, eh ben, on va se mettre sur le trottoir simplement avec des instruments de musique. On va jouer de la musique. Et on va proposer un café, un croissant aux personnes qui sont de passage sur ce trottoir, où il y a plein de monde le dimanche matin à Créteil. Et donc ils ont fait ça. Une fois par mois, ils ont lancé ça. L'idée, c'était pas de dire, puisqu'on vous a offert un café, maintenant vous rentrez dans la salle. Non, c'était juste de faire du lien, et puis on verra bien ce qui se passe. Et bien de fil en aiguille, il y a des gens qui sont venus au culte. Alors c'est pas toutes les personnes qui boivent un café qui rentrent dans la salle. Mais quand même, ils se retrouvent maintenant, après 4 ans, avec une 50aine de personnes au culte tous les dimanches, ce qui est déjà énorme. Ce qui est très intéressant dans le projet Créteil, c'est qu'en fait, on a une mission qui dit on va aller à la rencontre des gens, mais on ne va pas aller trop loin non plus. Alors peut-être parce que ce n'est pas notre identité, ou peut-être parce que c'était le début. Alors, on va passer la porte, on va se mettre sur le trottoir, et puis on va inviter. Et quand les gens seront rentrés, on fondera quelque chose avec eux, et on mettra l'accent sur le lien communautaire avec ceux qui sont rentrés. Des choses toutes simples. Bon, le groupe de prière, ça prier pour les personnes qui sont là. Fêter les anniversaires. Une fois par mois, à la fin du culte, il y a un gâteau, il y a des boissons et on souffle les bougies pour les personnes qui ont eu leur anniversaire pendant ce mois-là. C'était juste faire du lien. Juste dire, mais vous êtes là, vous êtes important. Et on rejoint les gens dans leur vie. Les 2 pasteurs, quand ils ont commencé, la paroisse de Charenton leur avait donné le fichier. Vous savez, alors le fichier chez nous, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais alors chez nous, le fichier, sacro-saint fichier.
Je pense que 90% des pasteurs de l'Église protestante unie de France prendraient ce fichier, le mettraient à la poubelle et seraient très heureux. Mais pour les conseillers presbytéraux, le fichier, voilà. Le fichier, c'est la liste de toutes les personnes qui un jour ont été en contact avec la paroisse et qu'il faudrait que le pasteur visite. Évidemment, parce que c'est comme ça qu'on fait venir les gens, vous savez bien. Voilà. Et bien, Raffi et Méry, les deux pasteurs missionnaires, quand Charenton leur a donné ce fichier, ils ont pris le fichier, ils l'ont mis sur le bureau ou sur le fauteuil, ils ont mis des coussins par-dessus, ils ont dit, nous, on ne va pas aller visiter comme ça. Alors, ça ne veut pas dire, les gens qui sont là, ils ne comptent pas pour nous. C'était de dire, les gens qui sont dans le fichier, après tout, alors, soit ils vont pratiquer à Charenton et ils ont leur lieu de vie, et si c'est ça, nous, on ne va pas les prendre et les déplacer, on ne va pas siphonner Charenton, c'est quand même pas des choses qui se font, voilà. Et puis, s'ils ne vont pas à Charenton, c'est pas dit qu'en faisant une visite, ils vont venir au culte. Peut-être qu'ils ont juste pas envie de ça. Donc ils ont fonctionné différemment, ils ont préféré le lien direct sur le trottoir, se faire connaître, communiquer dans la presse, voilà. Ça marche. Et maintenant, il y a des gens qui sont au fichier, qui viennent. Et puis il y en a qui ne viennent pas, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres personnes qui étaient nulle part et qui viennent vivre cette vie à Créteil. C'est une paroisse. Enfin, je pense que si on le regarde de loin, on se dit mais c'est une paroisse, tout ce qu'il y a de plus normal. Groupe de prière, culte, mise en place du catéchisme. Il y a des enfants, on ne va pas laisser des enfants comme ça. Il y a des jeunes, on ne va pas les laisser dans la nature. Avec une vie paroissiale. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est une vie paroissiale qui s'est créée à partir des besoins et des demandes des personnes qui étaient là. C'est pas quelque chose qu'on a calqué en disant c'est comme ça que ça doit marcher absolument. Ils ont laissé se construire la vie paroissiale avec les gens qui venaient. Au début, il n'y avait pas d'éveil à la foi, il n'y avait pas de caté, il n'y avait pas de groupe de jeunes. Ça, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement en fonction de la vie de l'Église. Eux, ils vont vous dire que dans la relecture du projet, la prière était très importante. Et pas seulement la prière dans leur groupe de prière le soir, mais aussi la prière des autres communautés qui portaient le projet. La prière des paroisses, qui ont envoyé des engagés, celle des deux régions réformées luthériennes et celle de l'Église nationale. Pour eux, c'est fondamental. S'il y a une chose à retenir de ce projet, c'est ça. On a été porté dans la prière. Et moi, ce que j'en retiens, parce qu'en fait, on apprend aussi de nos expériences, moi, ce que j'en retiens, c'est la simplicité avec laquelle ils ont fait les choses. Voilà. Il y avait des locaux, il y a un centre social, il fallait refaire du lien aussi avec les gens qui occupaient le centre social et qui sont laïcs, pour ne pas dire laïcards. Voilà, le lien a été refait. On arrive à annoncer l'évangile sans parler un patois de Canaan. Voilà, ça aussi c'est important. On sort, on se rend visible, mais en même temps, on force personne à rentrer chez nous. Et on met en place des activités toutes simples, mais qui disent en fait aussi le cœur de notre vie d'église. Voilà. Alors c'est un exemple, ça ne marche pas comme ça partout. Mais là, c'était le bon lieu, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, le terrain, il était fécond pour ça, et donc ça a pris à cet endroit-là de cette manière-là. Est-ce que ça marchera sur une autre implantation de la même manière? Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Mais il y a quand même des lignes de force qui sont à retenir. Moi, je disais, donc la simplicité, le travail en partenariat. Ça a fonctionné parce que localement, régionalement, avec le national et avec d'autres paroisses autour, tout le monde allait dans le même sens. Et tout le monde avait envie de vivre un projet. Personne n'a dit, c'est notre petit truc à nous et on le noyote, voilà. Et ça, c'est énorme. Enfin, chez nous, faire travailler ensemble à Paris
la région réformée et la région luthérienne, c'est pas évident. Faire travailler ensemble des paroisses côte à côte, c'est pas évident, surtout à Paris, parce que ça se tire dans les pattes à Paris. Voilà, parce que Paris, il y a des grosses paroisses, il y a des personnes qui sont un peu emblématiques, il y a des théologies qui sont bien définies. Voilà, donc on se tire un peu dessus. Mais quand on fonctionne tous ensemble et qu'on ne cloisonne pas un truc, ça donne ça. Ça donne la première nouvelle paroisse de l'Église protestante unie de France et qui a suivi du coup tout le parcours. Hein. Elle est intégrée à notre Église depuis l'Ascension. Vous voyez, c'est pas très vieux, ça fait 1 mois et demi. Voilà. On a une nouvelle paroisse et le projet continue. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas maintenant, on ne s'est pas arrêté en disant bon ok, la paroisse est créée, on retire les 2 missionnaires et on met un pasteur classique. On garde les personnes qui ont lancé le projet. L'équipe de terrain est devenue le conseil presbytéral de cette paroisse et le partenaire norvégien continue à soutenir. Et il soutient en mettant à disposition les 2 pasteurs qu'il paye et avec aussi une enveloppe financière mais qui est dégressive. Et ça aussi c'est important parce que l'idée c'est maintenant dans 5 ans vous êtes autonome. Dans 5 ans on ne donne plus d'argent, vous vous débrouillez, et si on peut retirer les 2 missionnaires pour les mettre ailleurs, on le fera. Dans 5 ans, il faut que vous puissiez vivre. Et pour le moment, tous les signaux sont au vert. Voilà. Un exemple dans notre église d'évangélisation, un exemple très classique, mais qui fonctionne. Merci beaucoup. En termes d'implantation de paroisse, c'était la seule. Maintenant, il y en a d'autres qui commencent à se dessiner, et notamment en région parisienne, parce que vous savez, on a vraiment des zones qui sont en pleine expansion aujourd'hui. À Paris, à 15-20 km de Paris, il y a des endroits qui se construisent où là, on peut aller s'implanter et qui, en plus, des endroits, j'ai envie de dire, qui nous correspondent aussi, qui correspondent un peu à l'ADN de notre Église. Et c'est important aussi de le prendre en compte. Donc, il y a des projets qui vont peut-être se lancer en région parisienne. On a des projets qui sont très différents, qui sont de l'ordre de l'implantation, mais pas de la paroisse. Donc par exemple, dans le centre de la Bretagne, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Bretagne, il y a Pontivy. Pontivy, il n'y a rien à part le château des Rohan. C'est l'un des châteaux où Richelieu, quand il était arrivé, il avait dit « J'ai envoyé une belle boule dans votre jeu de quilles ». Voilà, ça voulait dire « Allez, hop, encore un que j'ai fait passer de l'autre côté, le château est à moitié détruit ». Voilà. Donc Pontivy, il n'y a rien. Il n'y a pas de communauté protestante. Les plus proches, c'est Vannes, c'est quand même pas tout près. Rennes, c'est pas tout près. Et le nord de la Bretagne, je ne vous dis pas, c'est encore plus loin. Voilà. Et là, il y a un projet. Depuis une dizaine d'années, il y a des personnes qui réfléchissaient en se disant il n'y a rien dans le centre de la Bretagne, c'est pas possible. Il n'y a rien dans le centre de la Bretagne. C'était de l'ordre de l'intuition. Donc ils ont monté un projet, en disant mais là on pourrait s'implanter à Pontivy et puis on ferait venir des missionnaires. Ils ont monté tout un truc. Et ça leur a pris quasiment 10 ans pour avoir le soutien de la région, pour que tout le monde se dise ah bah ouais, il y a quelque chose qu'il faudrait vivre. Et au bout de 10 ans, tout le monde était OK. Le projet était ficelé, mais on ne trouvait plus personne. Plus de missionnaires, enfin voilà. Ils ont accepté de lâcher un peu prise, ils ont dit bah, puisque c'est comme ça, après tout, peut-être que Dieu c'est pas ça qu'il veut, peut-être qu'on n'a pas compris, peut-être que c'est plus le moment, enfin bon voilà. Ils commençaient à remballer leur dossier, et là, il y a quelqu'un qui dit mais moi je suis disponible pour faire ça. Et donc il y a maintenant depuis 18 mois, dans le centre de la Bretagne, un lieu qui est en train de se monter mais qui n'est pas une paroisse. Donc on a acheté des locaux, la région ouest a acheté des locaux. L'idée, c'est d'abord la mise en réseau, le contact. Donc le couple de missionnaires va au contact des gens. Ils ont des enfants, donc ils prennent contact avec les copains des enfants. Ils vont faire du sport avec les parents, ils organisent des repas. Matt, il va beaucoup au café pour discuter avec les gens. Donc ils se sont fait tout un réseau social et ils proposent aussi, à partir de ce réseau social, un parcours de découverte biblique. Mais vraiment, B.A.B.A. Vous partez de zéro, vous connaissez rien, découverte. Voilà. Donc ils en sont là, et maintenant ils s'interrogent à comment est-ce qu'on passe de cette
première phase de prise de contact et de découverte biblique et de découverte de l'Église à une vie communautaire, mais qui n'est pas une paroisse. Voilà. L'idée, là, pour le coup, c'est pas d'avoir un engagement financier stable qui permette de vivre sur le lieu en autonomie, c'est pas de mettre en place un culte tous les dimanches matins et un caté, c'est pas ça. Donc c'est une grande découverte pour nous. On se rend compte que quand on décale un peu les choses, les gens des paroisses d'à côté disaient quand est-ce qu'ils sont autonomes financièrement, et puis quand est-ce qu'ils ont culte, et puis quand est-ce qu'ils ont caté. Voilà. Les gens des paroisses autour, il y en a certains qui sont un petit peu formatés. Un lieu d'église qui va nous coûter de l'argent, aïe aïe aïe. Bon. Mais en même temps, nous on essaie de se laisser décaler et de dire on va bien voir comment ça bouge et comment ça évolue. Si ça finit par être une paroisse, ça sera une paroisse. Mais on n'est pas persuadé que ça aille vers là. Ça peut être tout autre chose. Donc on a ce projet-là dans le Centre-Bretagne. On a en région Cévennes-Languedoc-Roussillon, à la Grande Motte, dans un consistoire particulier, une tentative de vivre l'Église autrement sur la Grande Motte. Parce que la Grande Motte, ça vit essentiellement l'été et très peu l'hiver. Et ça, c'est vrai pour le littoral. Mais quand vous allez un tout petit peu dans les terres, vous tombez sur des fiefs protestants. Et donc l'enjeu là, c'est de voir comment est-ce qu'on fonctionne, protestants historiques qui ont bien leurs habitudes, qui sont bien établis, et puis ce lieu qui pourrait vivre essentiellement 4 à 5 mois l'été, de manière différente, avec des gens qui viennent de partout, qui ne sont pas que des Français, et puis aussi avec des personnes qui ne sont pas du tout dans le même chemin de foi que les protestants historiques d'un petit peu l'arrière-pays. Voilà, donc là, il y a un projet qui se monte aussi sur la Grande Motte, où on tâtonne. À Marseille, on a aussi un poste qui est tourné vers l'évangélisation, mais maintenant sur demi-temps en paroisse, mais demi-temps en paroisse ou dans une optique d'évangélisation. Voilà, on a des lieux comme ça qui testent. Et plus ça va, plus on commence à en discerner. Et pour nous, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces lieux ou ces changements dans les lieux, tout en, c'est pas en préservant, mais tout en prenant soin aussi de notre vie paroissiale, des anciens, de notre histoire. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment à tuiler les deux pour que ça fonctionne et pour que les deux s'enrichissent réciproquement. Voilà. Donc c'est vraiment l'enjeu de notre Église aujourd'hui. Mais il y a peut-être d'autres lieux qui vont émerger comme ça. Merci beaucoup.